Hello tout le monde, salut Bobby Lapointe qui nous a rejoint. Est-ce que vous m'entendez bien? Et JC, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends, JC? Alors, je t'entends pas. Ouais, je vous entends bien. Merci. Ok, parfait. Eh ben écoute, je t'entends. Salut Sabrina. Donc voilà, les gens vont commencer à arriver tranquillement. Et puis, comme annoncé, salut Paul 2535, l'idée c'était de pouvoir échanger avec JC et notamment par rapport à une question que tu nous as posée dans le chat. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je pense que tu n'es pas le seul à te poser ce type de questions. J'ai un vilain retour. Tu as un vilain retour? Ouais, en fait, j'ai la voix qui se déjoue. Ah, et est-ce que tu es sur haut-parleur ou tu es sur casque? Est-ce que tu as mis le Twitch à côté pour voir? Ouais. Eh ben, il faut que tu l'enlèves. Ou Non, tu coupes le son, du Twitch. Ouais, alors, Est-ce que c'est mieux comme ça si tu coupes le son du Twitch normalement et que tu gardes juste là l'application de stream normalement? attends, Voilà. je vais essayer un peu. Dis-moi si tu as Est-ce que toujours vous ce m'entendez retour. là? Ouais, on t'entend bien. Ah ouais, donc j'ai coupé. C'est pas ce son-là qu'il faut que je coupe. Je vais couper le. Je vais, Ouais, parce que le Twitch en fait te fait un retour avec un délai en plus. bon, je vais essayer comme ça. J'ai coupé le Twitch. Voilà, normalement en fait, même si tu as une fenêtre avec le Twitch, il faut juste que tu sais en bas, le son tu le mettes sur 0. Ouais. En bas de la fenêtre du Twitch, ça te permet de voir ce Bon, qu'on voit. écoute, Et puis, comme ça voilà. a l'air de fonctionner. Ok. Euh, Donc, ouais, ouais, JC, du coup, tu nous as rejoint, toi, sur tes membres logiques depuis combien de temps aujourd'hui chez Cryptologique? depuis le premier trimestre 2024. Ok. Je crois que c'était au mois de fin mars, je crois, début avril, il me semble. Ouais. Et toi, tu avais déjà un bagage, en fait, en termes d'analyse, en termes d'investissement? Oui, enfin un petit peu, mais bon, si tu veux, j'ai commencé, ça fait rigoler quand je dis ça, mais bon, j'ai commencé il y a une trentaine d'années à peu près, 35 ans. Ouais. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Donc, voilà, on investissait un peu comme on pouvait. Puis bon, après, voilà, les ordinateurs sont arrivés, Internet est arrivé. Mais bon, à l'époque, c'est un peu pour ça que je fais des actions, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les actions, il n'y avait pas de CFD, évidemment, il n'y avait pas de crypto. Mm. Et puis l'information était très difficile à avoir, puisque il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, comme il n'y avait pas d'ordinateur. C'est ça, toute la finance en fait qui s'est ouverte au public, voilà, ça s'est fait quand même, voilà, depuis les années 2000, hein, Oui, c'est ça, ouais. vraiment de 2000-2010 même avec tout l'accès maintenant au marché même des futurs, des options, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas imaginer avant. Mais par contre, voilà, toi, tu es quand même dans un profil investisseur action depuis quand même longtemps, donc déjà quand même porté sur l'investissement et bien plus finalement que la majorité des Français qui, eux, savent très bien épargner, mais ne connaissent pas grand-chose à l'investissement. Donc déjà, tu étais intéressé là-dessus. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, comme il y avait pas d'internet, l'investissement se faisait surtout par l'analyse un peu financière, parce C'est que ça. au niveau de l'analyse graphique, comme il n'y avait pas d'internet, c'était très difficile, quoi. À part les supports à résistance, il y avait quasiment rien. Et donc j'ai commencé par ça, par l'analyse financière, et puis après, bon, on se rendait bien compte que l'analyse financière, elle ne détermine pas instantanément le sens que va prendre le cours. Donc, quand l'informatique est arrivée, petit à petit, je suis passé sur l'analyse graphique.
Et là, je me suis dit, mais bon, l'analyse financière, c'est une connerie monumentale, ça sert à rien. Il faut vraiment se pencher que sur l'analyse graphique. Et puis bah, après, je me suis rendu compte que ça aussi, c'était une connerie monumentale et qu'en fait, il fallait les deux pour bien faire. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que bah, quand ça m'est arrivé 2 fois en 30 ans, c'est-à-dire d'investir dans une valeur qui graphiquement était super, hein, ça montait, elle montait. Mmh. Et j'avais des plus-values, donc j'étais content. Et puis du jour au lendemain, suspension de cotation et radiation de la cote. Ah oui, ok. Parce que bah, la valeur a déposé le bilan. Voilà. Ok. Et donc, en fait, c'était des plus-values non réalisées. Hein. Oui, oui, évidemment. C'est ça. Ça aurait été trop beau. Ouais, ouais. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, bah, il fallait d'abord savoir si l'entreprise était saine ou pas avant d'investir. Et, voilà. Et après, par contre, tu as découvert après le côté analyse graphique avec l'arrivée justement des plateformes type Pro Real Time ou des choses comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Voilà. Et, voilà, jusqu'au moment où je suis arrivé avec Seb pour apprendre Ishimoku. Voilà. Et moi, la grosse question que j'avais en crypto, c'est bon, au niveau des actions, je sais savoir si une action est saine ou pas, si j'ai les moyens de savoir si elle fait des bénéfices, si le chiffre d'affaires monte ou baisse, si elle est endettée, tout ça. Donc, tout un tas de ratios financiers qui me disent si j'ai affaire à un canard boiteux ou pas. Mais au niveau des cryptos, comment je peux savoir si puisque tout est décentralisé. Alors oui et non. Oui et non, je comprends en fait ta question et c'est celle Moi, que je peux savoir si une crypto elle est saine ou pas. Quoi. Ouais. C'est ça en fait Bah, en fait, ça reste compliqué. En fait, moi j'ai tendance à considérer que le marché crypto et aujourd'hui tu le vois et quand tu regardes les différents cycles en fait qu'il y a eu sur les cryptos, en fait, il y a pléthore aujourd'hui de crypto. Et en fait, à chaque cycle, on multiplie par 10 ou 50 ou 100 le nombre de cryptos qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que 2017, tu avais peut-être, je sais pas, faudrait regarder, je sais pas si on peut avoir sur CoinMarketCap, mais le nombre de cryptos qu'il y avait en 2017, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. Donc c'était facile en fait d'étudier éventuellement un projet. Donc il faut savoir que n'importe quel projet crypto, généralement l'équipe écrit ce qu'ils appellent un livre blanc. Hein. Tu vois, il y avait le white paper du Bitcoin, ce qui permet d'expliquer en fait le fonctionnement du protocole de la crypto et son fonctionnement qui va être décentralisé. Mais en fait, tu as quand même des développeurs, tu as une équipe qui travaille sur le projet pour rendre ce système opérationnel et ensuite automatisé. C'est le cas, par exemple, sur un protocole, par exemple, de finances décentralisées, hein, comme AAV, dont tu as peut-être entendu parler, qui permet de faire un système de prêts et d'emprunts de crypto et donc de liquidité directement sur un système. Bah, c'est un système qui est développé par des développeurs, mais qui permet en fait que les systèmes de prêts et d'emprunt se fassent automatiquement sans avoir besoin d'un tiers, d'une personne humaine pour le gérer. En fait, c'est à partir du moment où toi tu peux amener en garantie, je sais pas, un Bitcoin, tu vas pouvoir emprunter si tu veux 30% de la valeur de ce que tu as amené pour ensuite aller trader ça en USDT ou en USDC sur les marchés pour faire du trading. Donc le protocole va être décentralisé, mais derrière un projet, il y a toujours en fait un initiateur, une équipe, des développeurs. Donc c'est des choses que tu peux justement aller étudier. Alors bien sûr avec un peu de connaissance de c'est comment marchent les systèmes décentralisés. Donc je pense que pour quelqu'un comme toi, parce qu'en fait, si je résume pour les gens qui nous rejoignent, toi, tu as vraiment connu l'investissement avec les actions, tu as eu toute cette démarche d'étudier les entreprises, parce que c'était bien avant qu'il y ait les graphiques disponibles sur ordinateur. Ouais, et puis maintenant, tu fais l'analyse graphique. Et en fait, tu essaies de reproduire ce schéma-là, effectivement, sur les cryptos. Mais moi, j'ai tendance à dire, en fait, que les cryptos, aujourd'hui, il y en a tellement. Il faut imaginer que tu es en l'an 2000 et que, tu sais, c'était toute cette époque où il y avait des tas de startups.
J'ai Tu bien vois. connu, oui. Et le problème des startups qu'il y avait à cette époque-là, et ça a fait la bulle d'ailleurs Internet, c'est que elles levaient des millions d'euros ou de francs à l'époque sur le principe d'une idée, mais des fois de projets encore non totalement construits, avec finalement une promesse. Des investisseurs qui mettaient au pot en disant ah ouais c'est génial votre idée, et puis maintenant les gars faut y aller, faut développer. Ouais, c'est ça. Ok, et puis il y en a certaines qui ont cramé tous les sous en un rien de temps ou qui n'ont pas rencontré leur public, et puis il y a dans les startups des tas de faillites. Et ben pour moi l'univers crypto c'est un peu ça. Donc tu as vraiment les majors avec Bitcoin, Ethereum, avec des valeurs sûres. Si jamais tu prends aujourd'hui dans un top 50, tu vas trouver des choses qui ont déjà une certaine maturité, des équipes, une utilité, des choses comme ça. Et par contre, tu vas avoir des tas de cryptos et des mêmes coins, des trucs qui sont lancés depuis 2 semaines. Tu sais pas en fait ce que ça donnera. Après, les gens en fait misent là-dessus en se disant bah c'est peut-être la startup, le projet qui démarre avec que dalle et qui fera peut-être un x100 ou un x200. Donc c'est difficile, ça va être difficile en fait d'étudier un bilan parce que tu vas pas avoir de bilan en fait d'historique suffisant sur le fonctionnement. Tu es juste sur un investissement, sur une promesse. Et exactement, je pense que comme tu vois des systèmes aujourd'hui d'investissement que tu vas avoir sur des projets, je pense par exemple à Blast, qui permet de regrouper des gens qui veulent investir dans des sociétés qui se lancent, alors qu'on des fois même débuté, mais qui finalement, tu vas aider finalement la société à se développer. Mais tu sais que c'est un risque que tu prends, quoi. Ouais, d'accord. Hein. Ouais, je comprends. Tu vois le nombre ici, là, sur CoinMarketCap, ici, il y a 2,4 millions de crypto-monnaies. Ah ouais. C'est voilà. Et je sais plus si quelqu'un dans le chat le sait, mais je crois qu'on pouvait retrouver combien il y avait de crypto-monnaies en 2017 ou des choses comme ça. Écoute, ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que en 2020 ou 2021, on avait aux alentours de 14 000 cryptos. Ah Donc tu ouais. vois, ça te donne. Voilà. Donc pour moi, ça va être hyper dur en fait que tu analyses le bilan vraiment ou alors tu peux étudier effectivement, comme dit Lucien 14, que tu peux étudier la tokenomics, c'est-à-dire que finalement quelle va être la répartition des tokens, un peu comme les actions, entre l'équipe, le public, les capital ventures, les choses comme ça. Donc tu peux voir un petit peu comment ils ont réparti un petit peu les choses. Tu peux étudier le white paper pour comprendre un petit peu quelle est la promesse et l'utilité du projet crypto, et comment ils veulent justement fonctionner. Est-ce que, puis à toi de vérifier si réellement justement ça sera réellement décentralisé, des choses comme ça. Donc là, il faut, je pense, développer une connaissance vraiment du fonctionnement de la crypto pour que tu t'en Ouais, sortes. mais ça, moi, je l'ai pas, hein. Voilà. Clairement. Et il te faudra du temps. Ouais, ouais, Ah, donc, voilà. Après, il y a une autre chose, et je pense que justement, tu as pu développer, et ça, c'est un autre aspect qui est important, et je pense que Seb sera d'accord avec moi, hein. C'est que tu peux étudier quand même le graphique du prix, et le graphique te donne quand même le sentiment de marché, l'offre et la demande. Tu peux voir quand même s'il y a de l'intérêt. Il faut faire attention, bien sûr, sur des cryptos qui sont finalement, tu vois, quand tu vas sur CoinMarketCap, tu vas avoir justement les capitalisations boursières ici des projets. Donc là, si on prend effectivement des projets qui sont dans le top 100, on est sur des choses qui pèsent, tu vois, 13 milliards. Voilà, c'est des choses qui sont suffisamment capitalisées. Il y a du volume qui est fait. Il y a une offre en circulation. Voilà, donc on va dire là, tu es sur des projets sûrs. Par contre, tu vas avoir des tas de nouveaux qui vont sortir. Et tu vois, un projet comme ça, Tail, ça pèse seulement 1 million. Et depuis quand c'est sorti? Et voilà, donc ça, c'est des choses, ça vient à peine de sortir. Tu n'auras pas d'historique graphique pour faire ton analyse. Et puis voilà, là, on va dire, c'est plus risqué. Soit tu connais un petit peu les développeurs, tu connais les gens de la team, et tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Ah, non, t'as c'est eu bon.
Ok. Et soit tu connais un peu la team, tu connais un petit peu les gens qui ont lancé ça, et voilà, tu sais que c'est des gens qui ont déjà eu des réussites sur d'autres types de projets, et tu connais un petit peu l'équipe. Non, Donc c'est non, voilà. je connais rien en crypto. Voilà. C'est pour ça que Donc, je posais la question, parce que alors pour moi, c'est pour ça qu'il y a deux choses. Tu peux appréhender la crypto, et d'ailleurs, je t'avais invité, quand tu m'avais ouais, posé la question, à regarder le mystère Satoshi, puisque finalement, déjà, ça aide à comprendre comment est apparu Bitcoin. Et on va dire qu'avant de comprendre n'importe quelle autre crypto-monnaie, comprendre pourquoi a été créé Bitcoin, c'est déjà intéressant. Et ouais. je sais pas comment tu as trouvé le Ah, documentaire. ouais, très bien, parfait. Ça m'a. Il y avait pas de questions que je me posais, et j'ai eu les réponses. Ouais. Bon. Donc ça. Ouais, ouais. Après, donc ça c'était le mystère Satoshi, donc qui est disponible sur le YouTube d'Arte. Donc en 1 heure, on a un documentaire qui a été fait par Rémi Forte, et qui est très bien expliqué Ah ouais, pour comprendre génial. voilà l'essence Ouais, sur il est vraiment l'invention. génial. Ouais. Voilà, sur l'invention du Bitcoin. Après, moi, je t'avais dit que tu pouvais aller sur plan B. Ouais. Euh, Je suis en train, je regarde un peu. Il y a plusieurs, il y a voilà, c'est plusieurs thèmes, donc voilà. Plan B Network, en fait, anciennement ça s'appelait Découvre Bitcoin, et donc ça avait été créé par Roxy, donc qui est un créateur de contenu, mais qui fait ça très bien. Et aujourd'hui, en fait, il y a tout un nombre de personnes et de créateurs et d'éducateurs qui ont rejoint l'univers, et pour créer des cours. L'avantage, en fait, c'est que les cours sont faits vraiment, par exemple, sur le côté Bitcoin, pour commencer à partir de zéro, c'est-à-dire comprendre justement l'origine de Bitcoin, obtenir ses premiers bitcoins, la confidentialité. Et c'est très bien pour progresser. Après, ça va rentrer, bien sûr, on peut aller dans des niveaux très avancés avec comment mettre en place un BTC Pay Server. Imaginons que tu veux lancer un système, tu veux faire une plateforme e-commerce et tu voudrais accepter, toi, le Bitcoin. Tu pourrais ici apprendre comment implémenter en fait un système de paiement en Bitcoin sur ta plateforme e-commerce. Donc l'avantage, c'est que c'est open source, c'est gratuit, donc c'est vraiment très très bien fait, et c'est pour ça que je t'avais invité. En tout cas, si jamais tu voulais comprendre des mécanismes plus techniques de Bitcoin, à aller là-dessus. Après, comme dit aussi Lucien, il y a pas mal de meet-up Bitcoin, donc ça c'est assez intéressant. C'est si jamais tu en as à proximité de chez toi, c'est de voir s'il y en a, et c'est toujours intéressant d'aller échanger avec des gens, parce que tu vas rencontrer justement des gens qui vont être capables d'expliquer. Bon, moi j'ai eu Excuse-moi, c'est quoi ça? Je sais pas du tout de C'est quoi des tu parles. rencontres, des meet-up. Des meet-up Bitcoin, ce sont des rencontres. Donc, des fois, tu peux retrouver des rencontres. Donc, je sais que par exemple, à Toulouse, il y en a souvent. Donc, ça, tu peux rechercher si jamais il y a des meet-up, des événements, justement, Bitcoin. Alors, je ne sais pas s'il y en a, il y en a pas toujours sur Plan B Network, mais il y en a d'autres. Ah Par ouais, exemple, là, en janvier, tu vas avoir CryptoXer à Auxerre. Et donc, ouais, c'est un événement qui est très sympa autour de Bitcoin, et sur lequel tu vas retrouver des créateurs de contenu. Tu vas avoir par exemple Monsieur TK qui fait de la création de contenu autour du mining. Lui, c'est un mineur de crypto-monnaies, donc il ne mine pas de Bitcoin, mais il mine d'autres crypto-monnaies. Mais donc ça, c'est assez intéressant. Et puis tu vas trouver aussi bien des gens qui font de la création ou qui parlent justement de Bitcoin en tant que monnaie ou des choses comme ça. Et voilà, d'accord. ça permet d'aller poser des questions Ah ouais, ouais, directement à des gens. Voilà. ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de faire avec Anto, et puis aussi avec Logique Vincent, qui est membre du Discord, de faire Surfing Bitcoin plusieurs fois. Donc, non, c'est sympa. C'est sympa. D'accord. Ah ouais, c'est Voilà. intéressant. Ouais. Mais CryptoXer, justement, est pas cher. Donc, ça, c'est l'avantage. Et ça, je vous invite, c'est le CryptoXer. Voilà. Et ça sera fin janvier, là, début février. Ça commence le 31 janvier et 1er février. Et je sais qu'on va avoir certainement quelques membres qui seront là-bas. Alors oui, normalement de chez Cryptologique, de mémoire, il devrait peut-être y avoir, je crois, Avrel, 10 mai, je ne sais pas s'il y a Mermo qui y va aussi. Donc voilà.
D'accord. Et ça, ces événements, il y a un site spécialisé sur lequel ils sont regroupés, non? Pas forcément? Non, pas forcément. Après, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Lucien, tu sais où est-ce qu'on pourrait retrouver une liste de meet-up. Est-ce que c'est mis quelque part? Mais tu vois, par exemple, voilà, après, il faut en avoir connaissance. Il ne faut pas hésiter à poser la question, justement, même sur le Discord de Cryptologique. Ouais. Mais tu vois, sur un événement comme celui de Cryptoxer, il va y avoir un investisseur et multi-entrepreneur comme Eric Larchevêque, tu vois, qui anime aussi, qui veut être mon associé. Tu as Owen Simonin, qui est vraiment, enfin, lui, à son âge, il a un nombre d'entreprises et notamment autour de la crypto-monnaie, il a vulgarisé énormément. Donc voilà, Monsieur TK, tu as le président de Binance France. Voilà, donc tu as des analystes, Capette Levray qui est plutôt bon aussi en fonda et en études de projet. Donc voilà, il y a des gens qui sont dans la crypto depuis très longtemps. Et en tout cas, voilà. Michel Kazaka, par exemple, est quelqu'un qui vient du secteur bancaire. Donc j'ai eu l'occasion de l'écouter en conférence à Surfing Bitcoin. Et lui, en venant du secteur bancaire, il est spécialisé dans tout ce qui est transactions. Il a étudié en fait la valeur de Bitcoin par rapport aux transactions bancaires. Voilà, et pour lui, en fait, le Bitcoin est beaucoup plus économe en fait que les transactions bancaires sur l'ensemble. Même si on a tendance à dire que le Bitcoin consomme de l'énergie, en tout cas, il consomme moins d'énergie que consomme tout le système bancaire actuel. Donc voilà, il y a vraiment des gens super sympas. Alors je ne sais pas si moi je pourrais y aller, comme j'ai la jambe dans le sac, mais j'aurais bien aimé. Ouais, je pense que ça va être un bel événement. D'accord. Voilà. Lucien donc nous dit sur BTC Map, tu devrais pouvoir retrouver. Non, ça c'est pour. T'as pas les événements là-dessus. Ça, BTC Map, Meetup peut-être. Community Map. Je sais pas si on va avoir les. Ah, le BTC va break en direct. Alors, regardons le BTC vite fait. Alors du coup, est-ce que toi, parce que vraiment pour choisir tes cryptos, le plus simple, c'est certainement de regarder, d'utiliser ta capacité en analyse graphique pour investir. Oui, bah maintenant que tu as répondu en gros à ma question, oui. Je pense que c'est le plus simple. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis rester sur des. Vu que je n'ai pas les connaissances pour faire ce que tu as expliqué avant, rester sur des cryptos qui sont Alors, même un peu connus, genre BTC, Ethereum, ouais. Puis après, on va dire, le tout, c'est de savoir comment tu répartis éventuellement sur un portefeuille les cryptos dans lesquels tu souhaites investir. Donc, tu peux très bien dire, j'alloue des positions plus grandes sur des BTC, sur des valeurs plus solides sur le long terme, comme le BTC, l'Ethereum. Voilà, tu pars vraiment sur des choses qui sont dans le top 10 ou le top 20. Après, tu peux très bien aussi diversifier comme tu ferais en action en te disant je vais faire des small caps. Et donc ça peut être intéressant. Le tout, c'est de savoir, voilà, est-ce que tu as suffisamment de volume quand même dessus. Donc c'est de ne pas prendre un top 50 000, mais de perso, je suis rentré moi sur les cryptos en 2020, donc vraiment sans connaître du tout l'univers. Donc après, par contre, j'ai bouffé du bouquin, regardé pas mal de vidéos pour apprendre, et donc j'ai fait pas mal d'erreurs sur les marchés. C'est comme ça que moi j'en suis arrivé à l'analyse, c'est en faisant des erreurs d'investissement, puisque je n'étudiais ni le projet ni rien. Donc je voyais quelque chose qui montait, je me disais super, j'investis là-dessus. Et puis quand tu te prends une ou deux roustes, tu te dis voilà, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est là où après, en se formant sur l'analyse, tu sais quand même ce que tu veux identifier, c'est-à-dire identifier, même si tu les prends trop tard,
avoir identifié que tu as eu un ralentissement et puis que ça repart à la hausse. Donc, tu essayes de rentrer au plus tôt, mais même si tu rentres là, tu peux faire des gains. Après, c'est comme tout, je pense que c'est prendre les profits. C'est comme sur les actions. Faut savoir prendre ses profits à un moment donné, quoi. Ouais. Et c'est quoi la différence entre, parce que bon, c'est de la finance décentralisée, ça j'ai à peu près, je pense avoir à peu près Alors compris. attention, tout n'est pas finance décentralisée, hein. Ah Alors bon? non, en fait chaque projet, alors le principe de la crypto, c'est bien souvent que les choses soient décentralisées. Le tout, c'est de savoir si dans la pratique, ça l'est réellement. C'est-à-dire que s'il y a une équipe de développeurs, est-ce que réellement ils ont donné du pouvoir au public pour que le système soit décentralisé et géré par le public, ou au contraire, est-ce qu'ils ont encore beaucoup la main dessus et à ce moment-là, c'est pas tant que ça décentralisé. Donc, par exemple, tu as le Bitcoin qui se veut être à la fois un réseau de transactions. Donc, en fait, quand tu étudies Bitcoin, il y a deux choses. Il y a Bitcoin, le réseau de transactions, avec voilà, tout le système, et Bitcoin, la monnaie. Donc, celle qui s'échange aujourd'hui ici. Ouais. Donc, Bitcoin, c'est ça. Donc, tu as le protocole et le réseau, et tu as la monnaie. Donc, Bitcoin se veut être une monnaie. Pour l'instant, il a pas l'usage réel d'une monnaie parce qu'on n'achète pas. On peut acheter des choses avec le Bitcoin, mais on va dire que c'est pas rentré suffisamment dans les mœurs pour qu'on puisse considérer que c'est une monnaie mondiale. Par contre, les gens le prennent comme un or numérique. Donc, aujourd'hui, à l'instar d'être une monnaie, c'est pour l'instant un refuge de valeur, c'est un peu comme le serait l'or. Ok. Alors que Ethereum se veut en fait un protocole sur lequel en fait c'est un peu un internet décentralisé qui permet en fait d'interagir avec et de créer d'autres protocoles qui viennent se greffer dessus pour avoir des utilités. Donc en fait, c'est le cas par exemple de pas mal de protocoles, et notamment par exemple AAV, qui était le protocole justement de finance décentralisée qui fait les systèmes de prêts et emprunts décentralisés, donc qui a reproduit un mécanisme de la finance traditionnelle mais de manière décentralisée. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'aller voir ton banquier, mais tu as juste à te connecter au protocole et de dire bah, moi je mets en garantie mon BTC et je voudrais emprunter 30 000 $ d'USDT, est-ce que je peux? Le protocole va te les filer. Par contre, il va te dire attention, si le Bitcoin descend au-delà de tel prix, vous risquez de vous faire liquider. On récupérera nous les sous. Un peu comme le ferait un banquier en disant bah voilà, si vous ne remboursez pas, on vous prend la maison que vous avez mis en hypothèque. C'est exactement le même principe, sauf que voilà, tu n'as pas de tiers humain. Et tout ça va fonctionner avec une validation, par exemple, pour valider ta transaction qui va se passer sur ce protocole de finance décentralisé, avec des paiements de frais, de choses comme ça, qui vont se passer justement avec le réseau Ethereum ou des choses comme ça. Donc, Ethereum est vraiment un protocole qui se veut un protocole d'applicatif et d'utilisation sur laquelle vont pouvoir se greffer d'autres protocoles. Après, tu as de la crypto-monnaie dans l'univers. Tu veux dire que Ethereum sert de support éventuellement à Oui. d'autres cryptos, c'est ça? Oui, ouais, peut servir à d'autres supports pour d'autres cryptos pour travailler avec, notamment au niveau du fonctionnement du paiement des frais. Mais là, il faudrait vraiment rentrer un peu plus dans le fonctionnement de ce qu'est Ethereum et à quoi il sert. Mais aujourd'hui, c'est un des protocoles les plus gros là-dessus et qui est beaucoup plus sur un cas d'usage d'applicatif et d'utilitaire, quoi. Ah, d'accord. Ok. Après, tu vas avoir aussi des cryptos qui vont être dans l'univers de l'IA, du gaming. Donc, en fait, tu as des tas de catégories différentes dans le secteur de la crypto, quoi. Et donc, et c'est là où il ne faut pas que tu considères la crypto comme étant quelque chose qui est que de la finance décentralisée. Tu as des choses qui, par exemple, on parle, tu sais, des fois d'épines. Je ne sais pas si on va le retrouver par ici, la d'épine. C'est par exemple le cas pratique. Je ne sais pas, toi, tu as ton disque dur, il est plein qu'à 50%. Tu as 50% de ton disque dur qui n'est pas utilisé. Mhm. Et ben, si tu partageais
50% de ton disque dur qui est inutilisé pour stocker des données ou pour faire des calculs ou pour stocker des datas, pour archiver des choses grâce à la blockchain. Et donc, grâce à un protocole décentralisé qui, lui, à partir du moment où toi, tu t'es inscrit, tu as proposé et tout, et ben, tu vas toucher des revenus dans la crypto du protocole parce que tu as cédé 50% d'utilisation de ton disque dur qui était inutilisé. Et donc, en fait, c'est quelqu'un a créé un protocole, un mécanisme qui récompense les gens qui partagent leur utilisation matérielle. Ah ouais, d'accord. Hein. Tu as dû connaître à l'époque, tu sais, où tu pouvais utiliser ton ordinateur pour aider je sais plus si c'était pas la NASA pour faire des écoutes ou des analyses ou des choses comme ça. Voilà, il y avait des choses qui se faisaient comme ça. Tu pouvais participer à des calculs et tu te connectais et tu partageais avec ton ordinateur. Tu mettais un programme, voilà. Donc tu vas avoir d'autres cryptos, c'est des stablecoins. Ils sont faits que pour être correspondant à la valeur en fait du dollar ou de l'euro ou ainsi de suite. Mais ils servent à quoi alors finalement? Eh ben, ils servent. En fait, tu peux pas acheter forcément directement de dollars à Bitcoin où tu vas passer par un exchange sur des protocoles décentralisés. Tu pourras jamais acheter directement en dollars. Tu vas être obligé de transformer tes dollars en une crypto qui va te permettre d'aller acheter ensuite tes cryptos. Donc là, en fait, c'était aussi un mécanisme qui permettait de facilement passer d'une crypto à une autre. Donc, tu vois, par exemple, pour les impôts, si tu revends tes bitcoins et que tu les revends en euros, tu vas être sur un mécanisme où tu vas être directement imposable sur la plus-value. Ouais. Si par contre tu les revends dans une crypto qui est en stablecoin, pour le moment, tu n'es pas imposé sur les plus-values, puisqu'en fait, tu as transformé de crypto en une autre crypto. Ah bon. Hein, voilà. Bon. Donc, en fait, quand les gens, il faut considérer que tu as deux choses. Tu as aussi les exchanges, les bourses d'échange centralisées. Donc, ça va être Binance, Kraken. Donc, ce sont des bourses d'échange sur lesquelles, effectivement, tu peux envoyer des euros ou des dollars, les changer et puis ensuite acheter des cryptos avec. Mais tu as aussi des exchanges décentralisés. Je pense par exemple à DYDX ou Hyperliquid, qui sont des systèmes où tu peux aller trader. Tu peux aller trader directement de manière totalement automatisée. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, c'est un système qui est entièrement géré par un protocole décentralisé. Et là, on ne te demandera pas de vérifier ton identité et tout, et tu fais du trading avec des stablecoins et des cryptos. D'accord. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les échanges centralisés sont obligés de rentrer dans un schéma de régulation suivant le pays. Tu vois, par exemple, en France, Binance ne te permet plus de trader les futurs. Voilà, il y a plein de choses qui sont interdites suivant les pays. Donc, demain, si toi, tu veux plus être sous la coupe, justement, tu voudrais trader les futurs et tout, tu pourrais le faire sur des échanges de trading comme ceci, décentralisés. Tu vas connecter toi-même ton portefeuille que tu possèdes de manière décentralisée chez toi. Donc, tu ne déposes jamais en fait d'argent directement sur l'échange DYDX, t'envoies pas d'euros et tout. Toi, tu connectes en fait ton portefeuille numérique crypto à la plateforme et tu vas trader dans la journée. Tu vas faire ton trading et tout. Et ce que tu vas empocher, tu vas le remettre dans ton wallet et tu débranches. D'accord. Donc, c'est là où aujourd'hui la crypto a bouleversé finalement un peu l'univers quand même de la finance, où on passait que par des intermédiaires, on passe que par des gens qui sont soumis aussi à une régulation, à un fonctionnement et tout. Et aujourd'hui, en fait, la crypto a vu émerger des protocoles de finance totalement décentralisés et automatisés. Et puis maintenant, on arrive à recréer des systèmes finalement de bourse, mais sans que ce soit contraint par des intermédiaires ou par des régulations. Et tu peux venir trader de pair à pair avec d'autres personnes, d'autres acteurs de marché qui fonctionnent aussi sur cette plateforme. Donc le tout, c'est qu'il y ait suffisamment de liquidité, mais c'est quelque chose qui monte énormément.
D'accord. Voilà. Donc, tu Est-ce vois, que par exemple, les volumes là sur 24 heures, ici, tu es à 180 millions. Voilà. Donc, c'est intéressant en fait de voir ces protocoles naître, et peut-être que voilà, on aura dans tous ces échanges décentralisés, il y aura un grand gagnant pour devenir un échange décentralisé mondial. Parce que quand tu as une cotation, là, comme tu as à l'écran, le BTC USD, je sais que nous, quand Seb montre des exemples, c'est souvent le BTC USDT. Oui. Et c'est quoi ces différences Alors après, ça va dépendre. C'est parce que après, tu vas être sur des marchés ici où, par exemple, tu vas pouvoir aussi fonctionner en levier et tout. Hein, donc après, je connais pas parfaitement moi DYDX et tout. Donc là, c'est pareil. Hein, de toute façon, tout est ici tradé contre du dollar. Hein, Ouais. voilà. Donc, mais je pense pas que sur DYDX, est-ce que tu as USDT ou des choses comme ça. Je pense que si jamais tu te connectes, de toute façon, tu seras avec tu pourras envoyer des USDT ou des USDC pour pouvoir trader là-dessus. D'accord. Ah oui, tu as USDT et USDC. Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, au niveau des stablecoins, tu vas avoir l'USDT qui est fait par Tether. Donc là, tu vois, par exemple, eux, c'est leur impression monétaire de stablecoin. Donc C'est eux, c'est qui simple. C'est Alors, qui Tether? et ben en fait, Tether, en fait, du coup, c'est un organisme qui te propose, si toi, par exemple, je sais pas, tu as 1 million de dollars et tu voudrais les transformer en USDT pour aller trader sur le marché crypto, eux, ils vont prendre ton million de dollars, ils vont te donner 1 million de USDT. Et tu vas pouvoir aller trader, du coup, sur les plateformes d'échange. Tac, voilà, tu m'entends là, je pense. Ouais, Ouais, ça avait coupé. ça avait coupé. Donc eux, ce sont des émetteurs en fait de stablecoin indexés sur le dollar. Donc en fait, eux, ils prennent ton million de dollars et puis le transforment en stablecoin USDT. Et ça te permet d'aller trader sur le marché avec un stablecoin dollar. D'accord. Ok. Et tu as un concurrent qui s'appelle l'USDC, qui a été fait par une autre société, qui a été faite par une société qui s'appelle Circle. Alors attends, je l'ai peut-être la market cap ici. Voilà. Donc en fait, cette courbe-là, en fait, c'est à chaque fois qu'ils émettent des nouveaux USDC. Donc ça veut dire, en fait, c'est si jamais tu vois la courbe monter, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent sur le marché parce qu'en fait, ils échangent des dollars contre de l'USDC. Donc quand tu as un marché qui, comme ça, monte de novembre 2024 jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des institutionnels ou autres qui sont en train de transformer des dollars pour pouvoir entrer sur le marché des cryptos en achetant du Bitcoin contre de l'USDC. Et l'USDC est fait par une société qui s'appelle Circle. Tac. Donc c'est l'USD Coin. Voilà, tu retrouves tout hein, sur Wikipédia aussi. D'accord. Voilà, et donc voilà, c'est un jeton qui est fait pour donc il est soutenu. Donc ils ont du dollar en réserve, ils ont des obligations, enfin des bons du trésor, des choses comme ça, donc ce qui leur permet justement de fonctionner. Et tout ça, c'est pour pouvoir faciliter en fait les échanges en crypto-monnaie directement, sans avoir à faire des transactions en dollars. Le problème en fait de faire des transactions en dollars, JC, c'est comme quand tu veux faire une transaction en euros, tu es obligé de passer par un système bancaire traditionnel. Donc avec de banque à banque. Ouais. Or, dans l'univers de la crypto, tu veux t'affranchir en fait des intermédiaires et des frais bancaires. Tu veux fonctionner sur quelque chose qui est totalement décentralisé. Tu peux aller trader après tes USDC ou USDT sur n'importe quelle plateforme, soit chez Binance, soit chez Kraken, mais soit chez DYDX et tout.
et tu peux naviguer dans cet univers de crypto-monnaie décentralisé sans aucun problème en ayant transformé tes dollars. Le jour où tu auras accumulé tous tes gains et que tu voudras les retransformer en dollars, tu iras retrouver justement Tether, où tu pourras aller sur un échange décentralisé et dire je veux transformer mes USDT en euros ou en dollars pour les remettre sur mon compte en banque à moi. Tu vois? Donc c'est on va dire c'est la porte d'entrée pour naviguer dans un univers de crypto-monnaie. Il faut que tu envoies tes euros. Il faut que tu envoies tes euros ou tes dollars effectivement sur des exchanges, ou quand tu as plusieurs millions, bah, tu le fais directement avec les émetteurs de l'USDT ou du Tether ou de l'USDC pour pouvoir faire le changement. Oui, d'accord. Ok. Hein. Il y a des petites choses qui s'éclaircissent. Ouais. Voilà. J'ai pas tout compris, mais ouais, c'est. Voilà. Donc, en fait, c'est comme dans l'univers en fait là des actions et des sociétés. Hein. Tu vas avoir des actions de différentes sociétés, et puis t'en as qui sont dans l'univers du jeu, d'autres du commerce. C'est exactement pareil. La seule chose, c'est que certaines cryptos peuvent n'avoir aucune utilité dans un protocole. D'accord? On va dire c'est un petit peu comme si tu possédais un petit peu des actions de la société, donc elles montent parce que les gens ont foi dans ce truc-là, et voilà. Par contre, des fois, il y a justement, quand tu possèdes des Ethereum, tu peux valider des transactions avec ton Ethereum pour pouvoir faire fonctionner une application. Donc, ça vaut le coup d'avoir de l'Ether pour pouvoir payer tes frais, en fait. Ah ouais, donc l'Ether, c'est un peu différent de ce que je pensais. C'est quand même assez différent du Bitcoin, quoi. Oui, oui. Mais chaque protocole de crypto-monnaie est différent du Bitcoin. Il y en a certaines qui ont voulu finalement reproduire le schéma de Bitcoin, mais en essayant d'améliorer certains aspects ou croyant révolutionner certains aspects. Mais non. Donc après, tu vas retrouver pas mal d'explications. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il n'y avait pas Coin Academy, mais il y avait Cryptost, où c'est très bien expliqué aussi. Donc ça, tu peux aller sur des sites comme Cryptost, et eux vont te donner en fait, vont t'expliquer un petit peu le fonctionnement en fait de cette crypto. Donc qu'est-ce que l'Ethereum et tout. Et ils ont un truc qui est super bien fait. C'est que si tu cliques justement sur crypto-monnaie, tu vois qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que Aerodrome, qu'est-ce que Solana, voilà, et ça va t'expliquer. Donc tu peux très bien te dire, tiens, je vais étudier un petit peu le top 5 ou le top 10, et puis pour comprendre un petit peu ce que c'est de manière résumée, mais généralement très bien expliqué. Et puis voilà. Donc voilà, mais c'est un univers complet. Après, je suis pas sûr que, enfin, moi qui fais pas mal d'analyse technique, et qui ai pratiqué un petit peu de trading, et qui en pratique toujours un peu moins en ce moment, je trouve qu'on peut très bien investir en se basant sur du graphique. Le tout, en fait, c'est de faire attention, puisque comme on est souvent sur des cycles, comme le Bitcoin, qui est drivé par le Bitcoin, le risque, en fait, c'est que quand le Bitcoin fait son bear market, l'ensemble des crypto-monnaies, aussi bon soit le projet, vont morfler. Donc c'est pour ça que voilà, et tu vois, beaucoup de gens ont investi dans leur portefeuille dans des tas de crypto-monnaies, ce qu'on appelle des altcoins. Donc il y a le Bitcoin et puis il y a les altcoins, et en fait les altcoins n'ont pas aussi bien performé que ce que les gens pensaient. Finalement, le Bitcoin a été vraiment leader sur ce cycle pour le moment, mis à part quelques cryptos par-ci par-là, mais qui n'ont pas donné. Voilà. Et oui, ce que tu dis, c'est vrai. En fait, sur le Bitcoin, au niveau graphique, si tu veux, avec tes analyses et celles de Seb, c'est vraiment très simple de savoir quand on peut investir, parce que l'analyse est détaillée. Mais si tu veux, c'est un peu pour ça que je te posais la question au début. Mais bon, c'est bon, j'ai compris.
c'était plus au niveau fondamental. Si je mets les pieds dans une autre crypto, qu'est-ce que je mets les pieds dans quoi, quoi? C'était surtout ça la question. Au niveau graphique, effectivement, c'est vrai que c'est assez. On sait plus ou moins bien analyser, mais moi, je sais plus ou moins bien analyser. C'est vrai qu'avec tes analyses et celles de Seb, on arrive à savoir exactement si c'est le moment ou pas d'acheter, mais c'était plus au niveau fondamental. Parce que moi, bon, à part le BTC, je connais pas vraiment les autres, et c'était. C'est exotique. Après, voilà, ça peut être. Plus tu vas aller dans les profondeurs en fait du top crypto, plus ça va être exotique. Après, c'est comme un ticket de loto. Après, voilà, tu peux très bien. C'est aussi l'avantage de la crypto, c'est que tu peux très bien mettre $5 sur une crypto, et puis si elle te fait x10, x100, tant mieux pour toi. Après, la difficulté, et c'est ce que j'avais éprouvé justement moi en 2020-2021, c'est d'avoir finalement investi. Alors j'avais investi, j'avais gagné, puis à chaque fois que je gagnais, j'allais acheter une autre crypto-monnaie. Mais au bout d'un moment, j'en avais 100 dans le portefeuille. Mais à gérer, ça devenait difficile. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fin de marché, quand le Bitcoin te faisait le bear market, vendre les 100, ça te prend un moment. Donc, voilà. Je sais bien. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est une erreur que j'ai notée, et puis surtout qu'en faisant le calcul, si j'avais misé, au lieu de miser sur 100 et que j'avais misé peut-être sur 5 ou 10 et que j'avais joué plutôt un peu plus l'Ethereum et puis quelques autres, surtout que j'avais joué quand même BNB, j'avais joué EGLD, et c'est des choses qui avaient fait des beaux multiples, donc c'était pas mal. Mais si j'étais resté en majorité en Bitcoin et en Ethereum, j'étais largement beaucoup plus gagnant. D'accord. Donc attention à ne pas trop diversifier, mais je pense que c'est comme dans tout, quoi. C'est après à gérer et à surveiller, ça devient une tannée, quoi. Non, mais c'est vrai, je pense que quand on commence, il vaut mieux rester sur des choses qui sont à peu près saines, quoi, on va dire. Ouais. Et après, je te dis, c'est assez simple quand même, parce que quand tu as des projets, je dirais, où ça commence à en parler, des fois, il faut se méfier, parce que c'est là où on va avoir finalement, je sais plus qui c'est qui m'avait demandé la dernière fois, c'était IO, je crois USDT. Tu vas avoir voilà, des projets, je vais reprendre, est-ce que j'ai un... Voilà. Donc là, tu vois, tu es sur un projet, si je regarde en semaine, ce truc-là est sorti au mois de juillet, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, il est sorti au mois de juillet, attention. Il est peut-être sorti avant, mais il est listé sur Binance que depuis le mois de juillet. Donc, il n'y a pas beaucoup d'historique sur les exchanges là-dessus. Donc, tu peux faire un peu d'analyse graphique là-dessus, mais tu vois que même ton Ishimoku, en daily, tu vas pas avoir beaucoup de choses. Pas grand-chose, ouais. Voilà. Quand un token vient juste d'être listé, souvent, en fait, tous ceux qui avaient investi très tôt dans le projet ont tendance à prendre leur profit. Alors, il y en a plein qui se mettent à acheter, et puis tous ceux qui étaient rentrés très très bas, eux, ils vendent. Ok, donc souvent on a une phase qui peut être de baisse plus ou moins importante. Des fois, on peut avoir quelque chose qui va être relativement solide et puis qui va repartir assez vite. On va dire tant mieux. Et puis t'en as où justement ça corrige beaucoup plus. Et comme ici, tu vas voir ta phase de ralentissement et puis ta phase où ça repart. Ouais. Et là, des projets comme ça qui sont récents, sans mettre forcément beaucoup dessus, tu sais pas ce que ça fera en fait. Si ce truc-là redépasse ici les $6, il sera en totale découverte de prix. Est-ce que c'est quelque chose qui ira jusqu'à $15? Est-ce que c'est quelque chose qui ira jusqu'à $100? Voilà, moi j'ai vu des trucs comme ça qu'on fait des multiples complètement fous, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais parce que tu as aussi des projets qui ont à la fois de la hype. Donc, tu sais que beaucoup d'influenceurs vont en parler, ça va en parler dans tous les médias crypto et tout, sur Twitter. Donc, ça, c'est intéressant parce que toi, ça te donne déjà un truc comme quoi le projet est soutenu et il y a un engouement dessus. Après, toi, avec l'analyse graphique, ce que tu veux voir, c'est est-ce que l'engouement se ressent au niveau du prix et se ressent au niveau des volumes. Donc ça, tu peux aussi l'analyser.
Et puis voilà, tu peux aussi trouver des points d'entrée et puis te dire que, alors ça c'était aussi, on avait quelque chose dont on avait discuté, je pense que tu étais là sur le Discord quand on avait discuté, mais prendre tes profits, par exemple, je sais pas, même si jamais tu rentres ici, bah, prendre tes profits quand tu vas avoir doublé, donc quand tu vas avoir fait 100% ou 110%, on va dire, avec tes frais. Ça, c'est la méthode, par exemple, des 4 rois là, d'Hermès. C'est pas con, c'est-à-dire que finalement, tu as récupéré ta mise et tu as l'autre moitié des tokens qui te restent, c'est gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux laisser vivre. Après, c'est de la gestion. C'est ça, c'est ça. Moi, voilà, ce que je faisais quand j'ai commencé et j'avais appris cette méthode-là, c'est je pouvais vendre 50% de mes tokens. Donc, soit tu vends 50% à x2, si tu fais un x2, donc si tu as fait 100%, ou alors tu vends 33% de tes tokens en attendant le x3, ou 25% de tes tokens, et comme ça, il t'en reste 75 si le truc fait x4. Voilà. Donc voilà. Après, c'est suivant la situation de marché, où on est dans le cycle, c'est plus ou moins intéressant. D'accord. Voilà, si le cycle de Bitcoin est bientôt fini, aller chercher un x4 sur des trucs qui n'ont toujours pas décollé depuis. Voilà. Par contre, quand on est en début de cycle, et si tu es rentré par exemple sur l'AVAX ou le sol avant qu'ils partent, ça vaut le coup de vendre que 25%, de garder 65%, 75% des tokens et te dire je vais attendre la fin du cycle pour vendre le reste. Et donc si je résume le cycle, enfin, je sais pas si c'est le mieux, mais en fait, où tu as le plus de chances de trouver l'explication des projets, c'est sur Cryptost, c'est ça? Cryptost ou Coin Academy. Coin Academy, ouais, d'accord. Ouais. Là, tu trouves l'explication des projets, savoir ce que c'est. Tu vas retrouver pas mal de choses. Tu vois ici sur Cryptost, ils te mettent ici les 6 crypto-monnaies en tendance. Donc voilà, donc là, si tu veux retrouver. Mais ouais, ils en ont. Ici, ils en ont énormément. Et sur Coin Academy, c'est bien fait aussi. Tac. Alors. Bon, là, il explique qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Donc, non, après, c'est vraiment bien foutu aujourd'hui au niveau des plateformes. Et c'est vrai que alors, c'est pour ça que moi, je te disais, parce que j'avais plongé, moi, dans d'autres types de crypto que Bitcoin, mais je pense qu'il vaut mieux déjà comprendre Bitcoin et Ethereum. Déjà, c'est les deux fondamentaux, je pense qu'il faut déjà avoir bien en tête. Parce que les autres sont souvent des améliorations ou des protocoles qui se veulent être un peu concurrents et tout. Et après, tu en as d'autres qui sont des protocoles sur des utilités complètement différentes, dans le gaming, dans la confidentialité des protocoles. Donc voilà, donc tu vois, tu vas avoir là pas mal de trucs avec des choses où des fois, moi, il y en a où j'en ai jamais entendu parler, quoi. Ouais. D'accord. Tu vois, Tintin, dans le Discord, a parlé, je ne sais pas si tu avais vu l'info, dans Contenu intéressant, il parlait de Arthur Hayes, qui a fait un texte sur je pense que c'était sur son Medium. Donc ça, c'est quelqu'un qui gérait avant un exchange de crypto. Et qui aujourd'hui est rangé de ça, mais continue d'être investisseur. Et lui, il mentionne plusieurs tokens justement qu'il suit et qu'il a acheté avec son fonds d'investissement, comme Bio, Vita, ATH. Donc tu vois, c'est ATH. Bon ben voilà, si tu veux savoir ce que c'est que ATH, voilà, tu vas retrouver toute l'explication. D'accord. Voilà. Ok, non, c'est clair. Donc ça, c'est du temps de gagner aussi, parce que tu pourrais aller chercher toi-même les informations sur le site du protocole, c'est en anglais, il faut traduire et tout. Ouais, c'est fastidieux, bien sûr. Voilà. Voilà. Non, mais c'est bien, là, j'ai compris à peu près ce qu'il fallait, je pense, comprendre. Mais ouais, comprends que la crypto, enfin, tel que moi aujourd'hui, je l'ai découvert, et quand je vois aujourd'hui finalement que c'est moins farfelu que ça ne l'était, en tout cas au regard aujourd'hui des
des gens et des institutionnels. C'est-à-dire que en fait, tu parlais de Bitcoin ou de crypto il y a 5 ans ou 6 ans, on te regardait avec des yeux en disant ouais, c'est un truc d'arnaque, c'est un Ponzi et tout. Quand tu vois aujourd'hui l'adoption qu'il y a, quand tu vois la valeur qu'a Bitcoin, les sous qui arrivent dans le Bitcoin et tout, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir l'univers d'Internet qui émergeait. Voilà, donc je pense que on peut considérer qu'on est encore early. Je pense que même si on considère que, je crois, je sais plus, c'est 8% de la population qui possède aujourd'hui des crypto-monnaies en France, donc ce qui est pas mal. Ce qui ne veut pas dire que les gens achètent du Bitcoin en comprenant ce qu'est Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui achètent Bitcoin en se disant c'est un actif spéculatif et je vais gagner des sous. Donc je pense que s'intéresser un petit peu au domaine, c'est intéressant parce que d'une, on est quand même moins con avec un secteur qui est certainement encore en très grand devenir, et on aura besoin de gens justement qui ont compris un peu comment ça fonctionnait pour éduquer d'autres personnes, et ça sera comme avec l'informatique ou l'internet. Je dirais, on sera beaucoup moins dans la fracture de génération entre ceux qui sont nés avec l'informatique et ceux qui ont dû l'adopter, et pas toujours très facilement. Non, mais tu as raison. Moi, sur les actions, je n'investis que sur des actions dont je comprends le métier. Oui. Si je comprends rien au métier, je ne vais pas investir parce que je sais Bien pas. sûr. Voilà. Là, dans les cryptos, en fait, si jamais tu comprends que c'est un univers où il y a beaucoup plus de volatilité et beaucoup plus de performance, en fait, de rendement que tu peux obtenir en très peu de temps sur ce secteur-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que Seb, je pense, était comme toi. Hein, lui, il était beaucoup plus action. Mais finalement, il est venu. Alors, peut-être s'il avait peut-être fait Forex ou matières premières ou des choses comme ça, mais il est venu au crypto parce qu'il y avait énormément de volatilité et que finalement, tu peux venir chercher du rendement. Par contre, la seule chose, c'est tu n'investis pas de la même manière. Tu vas pas investir sur du long terme en disant j'achète une crypto et puis je la garde pendant 10 ans. À la rigueur, ça, tu pourrais le faire avec Bitcoin ou Ethereum. Voilà. Mais par contre, avec n'importe quel autre crypto, tu vas plutôt faire on va dire du swing trade, c'est-à-dire du trade de quelques semaines, quelques mois, tout au plus, en te disant je viens chercher du rendement parce que je sais que je suis dans une phase de cycle sur les cryptos qui peut me donner en fait de la performance et grâce à la volatilité. Et tu vois, j'aurais pu m'y intéresser beaucoup plus tôt, même dès 2011 ou 2012. Hein, je crois que Bitcoin, ça date à peu près de ces années-là, 2010. Ouais, 2009 avec les premiers Bitcoins en fait sur les exchanges. Je pense que c'était 2010. Et en fait, ce qui m'a toujours freiné et ce que j'ai pas compris, ce qui m'a dit, c'est ce ressenti que j'ai eu. Je me disais, tous les actifs de la planète, tous, peuvent s'échanger sur une plateforme d'un broker, et il y a juste les cryptos qui font bande à part. Il faut vraiment un broker, je ne sais pas si on peut dire, oui, une plateforme spécialisée. Donc je me suis dit, il y a quelque chose quand même un peu de bancal là-dedans. Comment ça, parce que je n'avais pas compris, je ne connaissais pas ce système, tout ce qui est lié un peu à la décentralisation. Et donc, pour moi, c'était quelque chose un peu qui m'a freiné parce que c'était pas vraiment sain, quoi. Le problème d'un broker, en fait, c'est que c'est un intermédiaire et qui te prend des frais pour voilà. Donc, et en plus avec des frais importants. Ouais. Là, l'avantage, c'est que tu peux échanger en fait de pair à pair, hein, mais que en fait, comme tu sais, les échanges de fichiers qu'on faisait avec l'open source, avec le torrent, par exemple, avec des systèmes pair à pair anonymisés, où en fait, tu t'échangeais des fichiers. Et plus tu avais de personnes, plus tu pouvais t'échanger de fichiers. Ben, en fait, voilà, c'est une des briques qui a servi justement à Bitcoin là-dessus, mais sans passer par des intermédiaires, c'est-à-dire que tu payes uniquement des frais de réseau. C'est des frais de réseau, en fait, que tu payes. C'est des frais de réseau, ouais. Si tu achètes du Bitcoin sur, je sais pas, quoi, ouais. Binance, et par exemple. Tu as une partie de frais qui va aller justement au. Alors attention, il y a une partie de frais qui va aller aux mineurs sur les transactions. D'accord. Bien sûr, si jamais toi tu achètes des cryptos sur un exchange comme Binance, tu vas comment ça s'appelle, tu vas payer les frais de Binance qui lui te prend des frais de trading, donc des frais de broker. Finalement, Binance est un intermédiaire, est un broker. Ouais. Tu vois.
Donc, eux, ils te prennent des frais. D'accord. Mais aujourd'hui, tu peux très bien, de manière totalement automatisée, aller sur des plateformes décentralisées et changer tes Ethers en une autre crypto et en faisant un swap et en payant simplement des frais de réseau. Et Mais, voilà, mais si tu passes par l'euro, par exemple, puisque tout est en euros, c'est tu ça. es obligé de passer Mais par des gens comme Binance ou je sais c'est plus. ça. Aujourd'hui, toi, parce que tu n'as pas des sommes en millions, tu vas passer effectivement par des exchanges type Binance, Kraken, BitGet, qui en fait, eux, vont accepter. Alors, tu peux acheter des bitcoins, par exemple, aussi sur Mon Pèlerin, hein, ou des choses comme ça. Mais voilà, tu vas comparer, toi, les frais, en fait, pour posséder des bitcoins. Donc voilà, donc tu vas aller regarder, en fait, les tarifs. Je sais pas si on les a, frais de service. Mon pèlerin, C'est en Suisse. c'est un broker de Ouais. crypto. D'accord. Ouais, tu peux acheter par virement bancaire, voilà. Ah ouais, Donc là, c'est assez voilà, il faut regarder à chaque fois les frais. Après, le gros avantage des cryptos, c'est que on te recommande quand même de ne pas les laisser sur les exchanges si jamais tu ne veux pas les trader, parce qu'en fait, on ne sait jamais, et en tout cas, l'expérience de FTX, de l'échange de Sam Bankman-Fried, c'est fait est tombé, vu Et, ces malversations. Bah, donc, même un des plus gros exchanges, finalement, n'était pas à l'abri de faire faillite. Donc, il est recommandé en fait de rapatrier tes crypto-monnaies sur, on va dire, une solution, ce qu'on appelle de custody, c'est-à-dire de coffre chez toi, quoi. Donc, et, une clé Ledger ou des choses comme ça. ouais. Et tu vois, c'est ça aussi qui m'a toujours surpris, et peut-être qui m'a empêché d'investir là, Mm. c'est que je me disais, enfin, ça fait très longtemps que je traîne les actions, elles ont toujours été chez mon broker et je n'ai pas d'autre solution, à part dans certains cas les avoir en nominatif, mais c'est très très rare. Et tu ne peux pas le faire sur toutes. Mm. J'ai jamais entendu parler d'un problème enfin, que des gens se soient fait piquer leurs actions. Et je me dis comment ça se fait que ça c'est possible chez ces brokers genre Binance ou Coinbase. Mm, Pour mm. moi, c'est incompréhensible. Non, sur des exchanges quand même suffisamment solides, ils ont un niveau de sécurité qui est important, il n'y a pas de souci. Mais après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui passent par des exchanges ou des types de portefeuilles, ou alors ils ne font pas attention. C'est-à-dire que des fois, tu sais, sur Twitter, tu as des liens en te disant, ah bah tiens, profitez du dernier airdrop, machin. Tu cliques sur le lien et puis en fait, tu vas valider comme quoi tu donnes la main sur ton wallet pour faire n'importe quelle transaction. Et puis les personnes siphonnent à ce moment-là ton portefeuille. Ah ouais, d'accord. Voilà. T'es sûr, en fait, il faut considérer que tu n'as plus de garde-fou par un banquier ou un intermédiaire qui garantit ta sécurité. Ta sécurité, c'est toi-même et ton hygiène numérique. Donc, exactement comme demain, tu pourrais avoir ton ordinateur qui serait totalement vérolé par un email et tu as cliqué sur un lien sans même faire attention. Voilà, et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, enfin, moi, dans mes collaborateurs, j'ai quelqu'un qui s'est fait avoir avec un système de retrait Apple Pay, alors qu'elle n'a pas Apple Pay, mais en fait, sur un site e-commerce où elle a voulu acheter un bien, la carte bancaire n'est pas passée, elle avait reçu un SMS pour valider sa transaction, et en fait, c'était une validation pour autoriser à ce que sa carte soit inscrite sur un Apple Pay. Et en fait, elle a eu pour plus de 5000 balles de sous dépensés par D'accord. quelqu'un qui a utilisé sa carte. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, de la fraude bancaire, il y en a. Bien sûr, te faire voler les actions, c'est autre chose. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu mieux sécurisé quand même par les brokers. Voilà, donc en fait, est inscrit en fait les actions que tu possèdes et tout. Mais par contre, tu vois, de la fraude sur les comptes en banque ou sur les Ouais, cartes ouais, bien bleues, sûr. il Ouais, y en a des d'accord. tonnes. C'est énorme. Ah ouais, d'accord. Donc oui, il faut, comme dit Lucien, il faut comprendre ce que c'est qu'un contrat intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ton portefeuille, tu peux signer une transaction et signer un contrat, notamment, tu vois, par exemple, un contrat de prêt ou d'emprunt sur AAV. En fait, tu signes un contrat automatisé en disant, bah voilà, moi j'ai délégué un Bitcoin en collatéral. Si jamais je ne rembourse pas le prêt, je perds mon Bitcoin, quoi. D'accord. Ok. Hein. Donc
Écoute, Donc voilà. Par contre, moi je pense vraiment avec ta capacité d'analyse et tout, que en choisissant bien les coins, en analysant graphiquement, tu peux aller chercher du rendement. Le tout, c'est de pas tomber amoureux du coin, prendre les profits et puis faire la performance que tu souhaites. ouais, Donc sans problème. Donc c'est un schéma différent des actions où tu étudies les entreprises et je ouais, pense que ouais. c'est plus logique là-dessus d'étudier le fondamental. Mm. Mais ouais. Après, moi, franchement, le graphique me donne déjà pas mal d'informations. Quand je vois un beau graphique, à la rigueur, je peux aller voir ce que ce projet fait. Ouais. Ouais. Non, mais oui, je pense que tu m'as bien éclairé sur les différents cas. Mais l'univers de la crypto est grand et de toute façon, ne te mets pas en tête que tu voudras chercher à comprendre tout. Je pense que Ouais, non, mais ouais. il faut trop de temps. Mais je pense que comprendre l'essentiel, après, il y a certains secteurs qui te plairont peut-être plus que d'autres à étudier. Et pour moi, c'est un peu comme justement dans toute la tech aujourd'hui et qu'on peut avoir justement dans le secteur action. C'est qu'en fait, il y a des nouvelles tech qui arrivent, tu vois. Là, Ouais. l'IA, ça le vend en poupe. Bah voilà, il faut un petit peu se plonger quand même dans l'univers, comprendre un peu comment ça fonctionne Oui, l'IA oui, pour se ça c'est dire, une voilà, certitude. Ouais, ouais. quelle valeur ajoutée telle société va apporter réellement à l'IA ou est-ce que c'est de l'esbrouf. Ouais, oui, Ça tout sera à fait. pareil sur de la robotique, voilà. Oui, Donc, oui, non, mais ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Hein. C'est exactement ça. C'est le parallèle avec les actions à ce niveau-là, il est tout à fait évident. Ouais, ouais. voilà. Et comme dit Lucien 14, bienvenue dans le terrier du lapin, parce que c'est vraiment ça, en fait. Souvent, en fait, je sais pas si tu as vu, on parle souvent du terrier du lapin comme dans Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'une fois que tu as plongé dans l'univers des cryptos, eh ben, tu arrives dans un nouvel univers et tu n'en sortiras plus. Tu vas découvrir quelque chose de totalement curieux, ou alors cette vision de Matrix où tu sais, on propose la pilule rouge ou la pilule bleue. La pilule bleue, demain tu auras oublié tout ce qu'on t'a expliqué, ou la pilule rouge et là tu ouvriras les yeux. Bah voilà. Et c'est vrai que la crypto et en tout cas le fonctionnement de Bitcoin et pourquoi ça a été inventé, je C'est pense important. ouvre les yeux sur Ouais. le fonctionnement de la finance, sur le fonctionnement du système aujourd'hui, même des banques centrales, de la monnaie, de l'inflation. Et aujourd'hui, est-ce que Ça c'est va un même bien système qui est, au-delà. Ouais. voilà, Ouais. est-ce que c'est un système aujourd'hui viable pour notre société ou est-ce qu'on est amené justement à perdre de plus en plus de pouvoir d'achat, à travailler toujours de plus en plus et finalement à avoir notre épingle qui s'érode au fur et à mesure. Ah Et non, voilà. mais c'est clair, ça peut aller très loin. Hein. Des débats sur de la philosophie générale, hein, sur la monnaie, tout un tas de Voilà. sujets qui sont un peu plus d'actualité, hein, c'est clair. Mm, mm. Ouais. Bon, bah, écoute, en tout cas, le Bitcoin, moi, bah non, bah, je t'en prie, je t'en prie. Je fais juste un petit point sur le Bitcoin parce que bah, pour l'instant, on chute pas encore. Voilà, on approche là les 92 301. On est toujours dans ce range ici hein, en daily avec l'axe central qu'on avait tenté de passer et puis on a réintégré en fait dans la partie basse. Donc à voir si on casse les 90 500 ou pas. Voilà, ça sera important et en sachant que bah, nous tend les bras les imbalances qu'on a ici, voilà, entre 89 000 et puis 73 000. Donc voilà, pour l'instant, moi c'est une latéralisation. Voilà, c'est pas Ouais, Jojo, mais ouais. voilà, à voir ce que ça donnera. Bon, bah, en tout cas, JC, content d'avoir dialogué avec toi et puis qu'on l'ait fait en live. Merci d'avoir. Ben non, merci à toi surtout. Non, bah, je t'en prie. C'était très intéressant, ça m'a permis d'avoir une vision un peu autre que celle que j'avais. Et puis c'était très bien. Ok, eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Lucien14 pour avoir participé dans le chat, à Ezio, Dave B aussi qui nous a rejoint. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine quotidienne. Passez une bonne après-midi et merci JC. À ce soir pour la masterclass avec Seb. Ouais, ouais. Merci à Ciao. tous. Merci Isaac. Ciao.